l'homme congolais, c'est de ça d'ailleurs dont on a parlé également, ce qui a été une grande thématique dans notre deuxième session démopédique du Centre républicain Ishango pour la démocratie et le développement. Que vous appelez think tank. C'est un think tank. C'est un think tank vous copiez le modèle américain. Non, mais disons que c'est un modèle qui s'est universalisé en quelque sorte en Afrique du Sud, au Kenya, dans les pays anglo-saxons de manière générale, parce qu'en fait c'est le projet, c'est la continuation, ou si vous voulez, la matérialisation du projet des Condorcet, mais également de Thomas Jefferson, de la scientificité, de la pratique politique. La politique doit se nourrir de la science. Sinon, ce ne serait pas la politique. Qui est un centre par excellence de formation des politiques en France. Mais voilà, justement, exactement. Condorcet, et qui était grand ami d'ailleurs, Condorcet et son épouse, Condorcet qui était grand ami à Thomas Jefferson, avaient ensemble le projet commun qui consiste à dire la science doit nourrir la politique pour le progrès de l'humanité. Alors, je referme la parenthèse pour ne pas verser dans la digression. Vous et moi, quand on se retrouve, par moments, on est emballé là. C'est pas la digression, c'est plus de l'expansion, du nourrir, la conversation. Oui, mais on ne doit pas oublier l'essentiel. On le sait bien, et l'information vient de tomber, Pierre Lumbi a donc finalement lâché, oui, Fayulu isolé, Tshisekedi reconnu par le groupe des Katumbi ensemble. Qu'est-ce que ça vous inspire comme premier commentaire? Ça veut dire que c'est une sorte de réalignement. On assiste là à la reconfiguration, si vous voulez, non seulement de la classe politique, mais également, je veux dire, du système politique, du champ politique, parce qu'il ne faut pas oublier que la montée, ou si vous voulez, l'élévation de l'UDPS au pouvoir a amputé, en réalité, la section, le foyer oppositionnel d'un grand compartiment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les acteurs politiques qui considèrent qu'à moyen terme ne seront pas entrer au gouvernement, au pouvoir, se repositionne. Et je pense que la Mouka maintenant est dans une posture de vulnérabilité parce que, je vais dire, les grandes puissances, les piliers qui propulsaient cette plateforme, cette coalition, se retirent et se replacent autrement. Alors, mais dans les médias, c'était déjà annoncé que Fayulu, s'il avait des bons conseillers, il aurait réorienté justement son combat politique pour une opposition républicaine et ensemble a saisi l'opportunité pour dire oui, voilà, le combat pour la vérité des urnes a des limites et maintenant, eux, ils vont faire l'opposition républicaine. Alors, peut-on dire que les vrais tenors de la Mouka ont retiré les béquilles qu'ils avaient prêtées à Fayulu? Je pense que la proposition est porteuse de validité et même de logique politique, dans ce sens que aujourd'hui, ces ténors, comme vous le dites, je veux dire, ce pilier de l'opposition, se sont rendus compte que continuer à clamer la vérité des urnes, c'est finalement une démarche dont la rationalité ne tient que sur la pointe d'une épingle. Et donc, je pense que c'est la réelle politique, c'est le réalisme, c'est le pragmatisme, et je pense que ça fait honneur, ça donne de la dignité à ces personnalités, notamment notre frère Moïse Katumbi, qui n'a jamais été d'ailleurs extrémiste, qui n'a jamais été radical, hein, même vis-à-vis du président honoraire Joseph Kabila. Là, c'est vous qui le dites, Katumbi a mis des moyens en jeu, les moyens financiers avec Glencore et d'autres multinationales pour descendre l'image de son pays. Non, ça veut dire que je ne banalise pas, oui. Je dis qu'il n'a jamais été extrémiste dans le sens des attaques personnelles, dans le sens de la diabolisation de ses adversaires politiques, et je pense que il a fait preuve plus ou moins de cohérence par rapport à sa position. C'est-à-dire que comme il avait une position plus ou moins médiane, plus ou moins élégante, et donc c'était plus facile pour lui de se repositionner. S'il avait été très radical, extrémiste, ça aurait été extrêmement difficile. Alors, en fait, cette nouvelle donne nous inspire cette réflexion. Oui, il faudra réinventer la politique face à ce que vous appelez la démocratie
libérale. C'est Oui, quoi la démocratie libérale? Non, la démocratie on libérale, commence par le commencement. La démocratie libérale, je veux dire à l'origine et même dans les pays, dans les systèmes politiques où elle est pratiquée, où elle est, je veux dire, saisie en tant que telle, c'est une démocratie qui est fondée sur les postulats de la pluralité de vérités, des idées, le pluralisme dans l'action, le pluralisme qui remet en question en fait le prétendu monopole de la vérité qui faisait que dans les régimes autoritaires, seul celui-là qui avait l'exclusivité de la vérité, le père de la nation, les timoniers, et donc qui puérilisait en fait les citoyens, celui-là dictait sa volonté sur toute la nation. Et donc maintenant, on n'est plus un système politique autoritaire, ni totalitaire, on est maintenant une démocratie libérale où... Mais on a quitté quand même ce système des pères de la nation pour arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui père de la démocratie. Père de la démocratie, ça peut se comprendre parce que dans tous les pays du monde, il y a eu des élites qui ont été à la base des réformes fondamentales, restructurantes, reconfigurantes pour enclencher la démocratisation. Ça se comprend. Mais maintenant, quand on est dans une démocratie libérale, il y a trois choses. Ça veut dire qu'il y a pluralité d'idées, pluralisme d'idées, ça c'est métapolitique, il y a pluralisme d'idées, et d'ailleurs ceux qui sont au pouvoir doivent être des leaders des transformations qui rendent possible justement la créativité, qui rendent possible, je veux dire, cette sorte d'éclosion ontologique, l'éclosion de l'homme, pour que chaque homme, chaque citoyen fasse jaillir le meilleur de lui-même afin d'apporter sa contribution au progrès social. Voyez-vous? Mais c'est pas seulement sur le plan. Vous pensez que nous allons quitter justement cette culture des hommes forts au profit des institutions fortes? Exactement, c'est justement la raison pour laquelle j'avais d'ailleurs sorti un article sur la nécessité de l'élévation idéologique en leadership d'État. Quand vous êtes leader d'État, ce qu'on appelle en anglais statement, vous devez avoir un regard qui vous permet de voir dans les citoyens, non seulement dans les citoyens, dans les organisations, dans votre économie, dans votre tourisme, un potentiel qui nécessite qu'on puisse encadrer les hommes, les femmes dans chacun des domaines pour que chaque homme, chaque femme fasse sortir en fait la libération, la liberté dans le sens de la démocratie libérale. Cette libération-là, c'est le jaillissement, la floraison de la créativité, des nouvelles idées, de l'innovation, du meilleur qu'il y a en nous pour qu'on crée une conjonction, si vous voulez, une synergie qui est capable de propulser la société plus vite et de manière plus expansive. Parce que si on régresse dans une situation où il y a une oligarchie et des apparatchiks qui sont rentiers et patrimonialistes, et en ce moment-là, on ne permettra pas aux citoyens de connaître une éclosion qui va faire en sorte qu'ils puissent contribuer au développement et à la reconstruction de la République. La République, c'est le foyer d'éclosion de la raison. Kant disait de la République qu'elle est le produit de la raison. Nous quittons justement, ce firmament d'idées pour nous adapter à l'auditoire quand... même pour les chercheurs, mais ça inspire le débat. Kabasso Bokeh Toulon dit, en l'absence des cachots que vous connaissez, il semble qu'on les a fermés, en l'absence d'interdiction des marches, en l'absence donc en la présence d'une critique permanente, vous dites qu'il y a une démocratie libérale à ce niveau? Il y a une démocratie, nous sommes entrés de plein pied, surtout avec cette alternance, nous sommes entrés de plein pied dans le champ de la démocratie libérale, mais qui est encore à sa phase germinative. Et hélas, Samuel Huntington, l'illustre penseur américain, célèbre pour sa théorie de la troisième vague de la démocratisation, met en garde pour dire que une démocratie libérale germinative peut s'effondrer très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, quand nous disons que nous célébrons l'alternance civilisée au pouvoir après 58 ans, nous devons être équilibrés parce que ça dénote d'un grand retard. Parce que dans les pays comme le Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée, même la Gambie, il y a eu l'alternance pacifique au pouvoir pendant il y a plusieurs reprises. Donc nous sommes en réalité en retard et notre progrès d'évolution est encore très fragile. Et donc si on ne fait pas... Nous ne devons pas rester dans une sorte de fixisme, oui, une sorte de... qui risque d'être aveugle. Et une sorte de fixisme jubilatoire, on reste dans l'exubérance. On doit d'abord avoir un entendement, une intériorisation
pour répondre à l'expression chère à professeur Tambaye Boacha, une mentalisation, la manière d'injecter en nous ces phénomènes, cette occurrence historique, de nous faire comprendre que c'est une démocratie libérale qui est encore germinative, fragile, que nous devons nourrir, que nous devons protéger et que nous devons consolider. Et là, c'est une responsabilité à la fois de ceux qui sont au gouvernement, mais également de l'opposition et de la société civile. Chacun de nous doit se réinventer pour être à la hauteur des logiques et de l'exigence créative de la démocratie libérale. Est-ce que vous avez l'impression que le FCC et Cash ont réellement intériorisé cette notion au-delà de l'exubérance de la cervelle? On attend voir. Une passation pacifique, civilisée du pouvoir qui doit être protégée et dont la culture doit être pérennisée. Nourrie. Mais pour arriver à protéger cette démocratie libérale germinative, je veux dire embryonnaire, il faut connaître une éclosion intellectuelle et idéologique qui vous fait prendre d'abord conscience du fait que c'est une démocratie libérale germinative. Ce qui s'est passé là-bas, c'est une procédure. Le président honoraire Joseph Kabila, que je respecte, il y a un grand homme d'État. Aujourd'hui, je peux faire débat. Maintenant, je peux aller même à Harvard, faire débat pour dire que c'est un grand homme d'État. Et le président Antoine Félix Tshisekedi... Avant, vous n'y croyez pas? Non, ça veut dire qu'avant, il y avait des supputations, etc. Maintenant, donc, ça ne se limite pas à ça. Donc, maintenant, nous devons tous, en tant que société, et c'est le rôle de leaders qui sont au sommet de l'État, comme dirait professeur Godin Poyi, les leaders qui occupent des positions stratégiques, c'est leur obligation historique et sociétale de comprendre que nous sommes maintenant une démocratie libérale germinative qui est extrêmement fragile, nous devons la nourrir, et c'est à eux de commencer à travailler sur, je veux dire, la réinvention de l'être congolais. Alors, comment la nourrir? Et qui doit la nourrir de peur que cette fête ne soit une fête de courte durée? Ça s'écroule. Écoutez, il y a d'abondantes recherches et démonstrations empiriques dans le monde où il y a eu ce qu'on appelle en anglais, excusez-moi, la democracy reversal, ça veut dire le renversement de la démocratie. L'histoire abonde de cas comme ça. Et donc, si vous ne vous rendez pas compte, vous ne prenez pas les dispositions qui s'imposent pour prendre conscience de cela et nourrir en termes de la réponse aux contradictions, à trois contradictions majeures. La première contradiction qui émerge avec, et la critique principale qu'on formule à l'encontre de la démocratie libérale, c'est que finalement la démocratie libérale devient une sorte d'illusion, une sorte de prestidigitation de l'oligarchie politique qui vous présente cette démocratie libérale comme étant l'idéal, la fin de l'histoire, alors que cette oligarchie politique s'accapare de toutes les ressources de l'État. Voyez-vous, ce qui fait que le peuple vit finalement cette démocratie libérale comme une sorte d'illusion. Voyez-vous, il faut éviter qu'on tombe dans cette situation-là. Voyez-vous, et la deuxième chose, c'est de dire sur le plan économique. Sur le plan économique, il ne faut pas que la démocratie libérale serve simplement les intérêts du marché ou des capitalistes. Voyez-vous, il faut qu'il y ait partage des revenus, et non seulement partage des revenus, il faut qu'il y ait transfert du pouvoir au niveau local aux citoyens pour que ces citoyens soient les acteurs de leur propre transformation et du développement de leur communauté. Il ne faut pas qu'il y ait une oligarchie des apparatchiks ou un père fondateur qui lui impose sa volonté à la fois sur l'État, à la fois sur les provinces, à la fois sur les communes, à la fois sur les territoires. Voyez-vous, la démocratie libérale, c'est l'âge du développement et de la transformation à partir de la base jusqu'au-dessus. Justement, alors, les élections locales, municipales sont également un des atouts majeurs dans la suite du processus électoral. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais on revient à cette affaire des regroupements partis politiques qui semblent être comme des cachots, des prisons pour ceux qui doivent rendre compte au peuple. Alors, comment nourrir cette démocratie libérale dont les fruits doivent réellement être sentis, dont les retombées doivent être ressenties dans l'assiette des Congolais et dans leur vie? Comment la nourrir quand on sait que les autorités morales, voilà, ce sont elles qui ont de l'emprise sur, sur les partis politiques. Justement, je pense que l'une des déficiences, l'une des pathologies politiques congolaises, c'est justement dans cette sorte de tendance, propension à créer
des problèmes, enfin, des solutions qui sont problémogènes. On a toujours des solutions, mais qui amènent toujours des problèmes. On a dit seuil, on a dit coalition, mais voilà, vous dites vous-même, ça nous amène à des problèmes. Donc, il faut dire que dans la démocratie libérale, les leaders qui sont au pouvoir, ce sont ces leaders-là. C'est pourquoi on insiste sur la notion du leadership d'État. On insiste sur la notion de leader transformationnel, pas seulement un leader transactionnel qui est dans une relation de pouvoir. Vous me soutenez dans une coalition, vous me soutenez, moi, je vous donne des postes, et puis vous me soutenez, et puis on garde le monopole sur le pouvoir et sur les ressources. Que non. Donc ça veut dire que ce sont les leaders d'État qui doivent réaliser la nécessité de reconnaître la capacité des citoyens, de donner leur point de vue, et que leur point de vue puisse être pris en considération. Je suis désolé de le dire, mais il y a beaucoup de gens qui font preuve de beaucoup d'ignorance, par exemple en ce qui concerne le fonctionnement du système politique américain. Les États-Unis c'est une puissance économique parce que justement, le développement de la démocratie et le développement économique aux États-Unis part de communautés. Le développement est communautaire d'abord. Ça veut dire que vous allez dans, je prends la petite commune, ou la petite ville dans laquelle j'ai vécu, au Texas ou à Toga, une ville de 50 000 individus. Ils ont leur plan stratégique. C'est pas les gouvernements du comté des Tarentes où j'étais qui vient imposer sa volonté pour dire comment vous allez faire la route, comment vous allez faire la rue, comment vous allez faire les langues, comment vous allez faire la sécurité. Non, c'est à la base. Le pays ici est tellement immense que si on ne comprend pas cette nécessité de la liberté dans le développement, dans les actions politiques et la rédévabilité, on va tourner en rond. L'oligarchie politique pourra organiser une route, un pont, un barrage, mais on n'aura pas fait de pas de géant en termes de la propulsion du pays vers sa destinée de grandeur et de puissance. Alors, au-delà de cette démocratie libérale, il y a ces points de vue des injoncteurs. Alors, ils vous imposent, on vous a reconnu, mais vous nous donnez ça, vous marchez comme nous attendons des signaux forts de votre part, et lui demande, comme l'actuel président, quel genre de signaux vous attendez de ma part? Non, moi je pense que, vous comprenez que, alors, non seulement ils doivent diversifier les partenaires, mais également, il y a le point de vue de ceux qui dominent le monde, qui imposent leur dictat. Non, je pense que nous sommes sortis de cette phase-là. Nous sommes au-delà là. Nous sommes une démocratie libérale qui mérite d'être respectée, mais il nous appartient à nous de donner un contenu à la fois substantiel et structurel à cette démocratie libérale. Lorsque l'on dit cap vers le changement, ces changements-là ne doivent pas être déclamatoires. Il faut lui donner une intelligibilité, une rationalité, une substance. Ça veut dire quoi en termes de diplomatie? Ça veut dire que vous ne pouvez pas, par exemple, en ce qui concerne les États-Unis, aujourd'hui, on voit des jeunes gens au département d'État qui concoctent un texte plein d'illogisme et ils nous imposent des sanctions. Simplement parce que... Un texte qui sort de la vision du président Trump. Non, un texte qui sort de la vision, en fait, de républicains. Parce que même Peter Pan qui est venu ici, quand vous lisez son cursus, sa trajectoire, ses idées, vous voyez que les conservateurs ne sont pas comme les démocrates. Les démocrates, c'est des idéalistes, les droits de l'homme, la démocratie, etc. Mais les conservateurs sont plus pragmatiques, et c'est plutôt l'économie. Ils pensent que si vous connaissez une éclosion économique, alors la démocratie va se consolider. Ce que je veux dire, c'est quoi? Nous ne devons pas simplement nous plaindre de l'hégémonie, de l'impérialisme, mais nous devons faire preuve de génie diplomatique et politique pour aller dans le foyer de ces puissances économiques, créer un ancrage dans les cercles de puissance politique et dans les cercles de puissance économique. Nous avons aujourd'hui les cobaltes, nous avons maintenant, je ne sais pas si vous le savez, mais on vient de découvrir le plus grand gisement de lithium. Le lithium, la batterie électrique, c'est le lithium, d'ailleurs on l'appelle batterie lithium. Et on utilise les cobaltes simplement comme catalyseur. Donc nous avons un gisement, un immense gisement de lithium dans la province du Tanganyika. Donc nous avons de la puissance. C'est à nous d'être proactifs. Nous ne pouvons pas rester chez nous et dire, mais écoutez, on veut nous tuer, on veut nous balkaniser. Qu'est-ce que vous faites pour aller chez les gens qui ont de la puissance, les convaincre? La diplomatie internationale, c'est ça. Il faut avoir des astuces pour aller créer des relations, l'ancrage, l'arrimage dans les cercles de puissance politique et économique. En ce moment-là, on va vous respecter. Je vais vous donner un exemple. C'est tout un symbolisme. Nous avions la plus belle bâtisse d'ambassade sous les Zaïre, à l'époque de Mobutu, à Washington, non loin de la Maison-Blanche. Cette bâtisse a été abandonnée à la ruine. Aujourd'hui, l'ambassade du Congo loue quelques bureaux dans un building quelconque. C'est tout un symbolisme. Ça veut dire que nous nous sommes désengagés des États-Unis
en disant que les États-Unis, c'est une puissance en déclin, l'Occident, c'est une puissance en déclin, par une sorte de souverainisme instrumental. Et alors, nous avons laissé les terrains libres, et n'importe quel jeune techno-diplomate au département d'État peut concocter un texte et imposer une sanction au président de l'Assemblée nationale, le président de House of Representatives. C'est gravissime. Avec des spécialistes de la RDC improvisés. Mais nous avons combien de spécialistes américains? Tout comme aux États-Unis. Nous avons combien de spécialistes américains? Alors, l'opposition, katumbiste, bembiste, fayouliste, c'est le moment de revoir la façon de faire les choses, ou on doit continuer comme ça. Opposition républicaine, on attend des signaux du nouveau président. Les termes opposition républicaine, c'est depuis l'époque de Mobutu. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que les gens, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est quand même l'UDPS qui a quitté l'opposition. On ne s'en rend pas compte. C'est l'UDPS qui avait structuré l'opposition. Je veux dire, tous les gouvernements, tous les régimes qui se sont succédés, les partis politiques, même les puissances internationales, c'est référé à l'UDPS. Le champ oppositionnel congolais est amputé de l'UDPS. Il doit renaître, il doit se régénérer et avoir une nouvelle vision. On ne va pas entendre quelqu'un de l'opposition dire écoutez, je fais l'opposition pour faire un état de droit. Ça, c'est un concept de l'UDPS. Ils doivent chercher une autre vision, un autre concept d'ancrage, voyez-vous. Mais non, ils doivent chercher à axer la discursivité et les comportements oppositionnels par rapport aux déficiences, par rapport aux contradictions qui pourraient éventuellement déceler dans le fonctionnement de cette démocratie libérale. Donc, autant le système politique est devenu une démocratie libérale, autant l'opposition aussi doit se mettre à ce niveau-là. Sinon, il y aura déphasage. Et ça pourrait constituer une sorte de pesanteur. Exactement. Pour le ça pouvoir va empêcher, ça veut dire que les gens vont nous amener dans une sorte d'opposition obsolète, dysfonctionnelle, de bas étage, qui va plutôt être comme une sorte de... Ça va plomber en fait l'action de la République. Voyez-vous, même si cette opposition se réclame pseudo-républicaine. Alors, pour l'instant, je vous remercie. Merci beaucoup. Hubert Kabasouba Boukatoulondi, ancien gouverneur du Kasaï central. Kasaï occidental, à l'époque, ce n'était pas encore démembré. Voilà, un ancien RCD. Voilà, secrétaire général du RCD. Il avait pris les armes contre la République. Très fier, c'était la Révolution. Voilà, aujourd'hui, il est libre penseur. Je crois que les choses ont beaucoup évolué. Dans quelques instants, Moucha Galoussa Dédonné, avec lui, oui, la société civile dit non à ces sanctions jugées, oui, injustes.